Ok, let's go. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Rookscast. Moi, c'est Max, je suis kiné du sport et sportif aussi d'ailleurs. Et chaque semaine, on se retrouve pour explorer un nouveau sujet passionnant sur le corps, sur son fonctionnement, sur le sport en général ou sur quelques petits fonctionnements au niveau du cerveau. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire du sport en pleine santé et le plus longtemps possible. Alors avec le Rookscast, vous en saurez plus sur vous-même, vous allez mieux vous connaître et qui sait, et on l'espère, vous allez sans doute améliorer vos perfs, que ce soit à la salle, en course à pied ou ailleurs. Ok ? Alors chaussez vos baskets, on met les écouteurs et puis c'est parti. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On en a parlé, enfin vous a teasé un petit peu la semaine dernière. Aujourd'hui, on parle cholestérol. Sans doute encore un des trucs dont les médias ont fait de la merde avec. Parce que si on vous demande ce que vous pensez du cholestérol, il y a des chances pour que vous nous dites c'est pas bon, ça pue, c'est à éviter, paf, stent et tout est quanti là. C'est normal parce que depuis 40 ans, c'est le message de santé publique qu'on entend. Moins de cholestérol, c'est mieux. Sauf que, encore une fois, ils ont fait des conneries. Parce que cette simplification, ça a créé une confusion massive. Parce que sans cholestérol, on meurt. Voilà. Allez, comme ça c'est fait. Bisous, au revoir. Petit jingle et on repart. Parce que c'est une molécule qui est indispensable et elle est présente dans toutes nos cellules. Elle est à la base de nos hormones sexuelles, elle est à la base de notre vitamine D, elle est à base de la structure à la base de la structure même de notre cerveau. Alors, comment une petite molécule qui est essentielle pour qu'on ne meure pas, c'est devenu l'ennemi public numéro uno dans le domaine de la nutrition. Elle est complètement wanted partout. Et bien comme toujours, c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. On va voir pourquoi on ne peut pas dire de manger n'importe quoi. Le cholestérol, ça n'a pas d'importance, c'est faux. Mais on va voir pourquoi, dans quelle nuance, ce qui se passe réellement dans le corps. Ça voulait rien dire, mais vous avez compris. Donc premièrement, on va voir ce que c'est le cholestérol, ce qu'il fait finalement. Ensuite, on va voir ce qui se passe vraiment dans les artères. Parce que c'est là où on nous a dit c'est dangereux, tutti quanti. Donc on va voir ce qui se passe, de quelle manière, pourquoi ce serait bon, pourquoi ce serait pas bon. Ensuite, on va voir au niveau de l'alimentation, où il est le problème. Et on va parler de l'œuf. Parce que pendant des décennies, l'œuf, on l'a mis sur le peloton d'exécution. Alors que l'œuf, c'est la vie. Et je parle pas du personnage dans la série Game of Thrones. Hein. Si jamais, faut avoir la ref. Et ensuite, on va voir, encore une fois, pourquoi l'exercice physique, pourquoi le sport, ça est un levier des plus importants. Pourquoi le sommeil, c'est encore important. Ok ? Ah oui, on revient toujours au basique, hein. Ça devient redondant, mais au moins, vous comprenez le pourquoi du comment. Donc primo, le cholestérol, c'est quoi ? C'est une molécule lipidique, donc c'est un type de graisse dans le sens large. On ne dit pas que les graisses c'est mauvais, encore moins, qui est produite par le foie. Et le point crucial à retenir d'entrée, c'est que 75 à 80% du cholestérol qui est présent dans le corps, il est fabriqué par le foie. Déjà ça, on va le poser. Il n'y a que 20 à 25% du cholestérol qui vient de l'alimentation. Donc, le foie produit le cholestérol parce qu'on en a besoin et parce qu'il a 4 fonctions essentielles. Primo, le cholestérol, c'est un composant structurel fondamental de la membrane de chacune de nos cellules. Il régule la fluidité, la rigidité de la membrane, un petit peu comme un curseur qui va ajuster la texture d'un texte, que ce soit ni trop rigide ni trop fluide. Secondo, il est précurseur dans toutes les hormones stéroïdes, que ce soit la testostérone, les œstrogènes, la progestérone, le cortisol. Et Dieu sait donc que sans cholestérol, notre système hormonal, il va s'effondrer, un petit peu comme le mur de Berlin à l'époque, ok ? Troisièmement, c'est la matière première de la vitamine D, qui est synthétisée dans la peau à partir de l'effet du soleil, et à partir surtout d'un dérivé du cholestérol. Donc sans cholestérol, il n'y a pas de vitamine D. Donc vous avez beau faire la larve au soleil, derrière il y aura strictement rien. Et ensuite, quatrièmement, c'est un composant essentiel de la myéline. Là vous me dites, la myéline, c'est quoi encore ça ? La myéline, c'est la gaine qui entoure les neurones. Ouais, là ça change un petit peu la donne. Et c'est aussi cette gaine qui va permettre d'accélérer la transmission de l'influx nerveux. C'est pour ça qu'on dit que le cerveau il a besoin du cholestérol, parce qu'à lui seul, il contient 25% de tout le cholestérol qui se balade dans notre corps. Voilà, au petit passage. Donc de là à dire que le cholestérol c'est mauvais, je pense qu'on peut revenir un petit peu sur cette légère affirmation, quoi. Donc quand on pense au cholestérol, finalement, c'est un petit peu comme du ciment sur un chantier.
il est ni bon ni mauvais en soi, c'est juste un matériau de construction qui est essentiel. Et le problème, encore une fois, c'est pas est-ce qu'il y a du ciment sur le chantier, c'est comment le ciment il est livré, comment il est transporté, où est-ce qu'il est déposé, etc., etc. C'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est la nuance qui manque un petit peu dans la conversation publique, dans ce qu'on a entendu, sur tout ce qui est cholestérol. Parce que, en soi, c'est pas un poison, c'est pas un nutriment magique. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait derrière. Et donc, pourquoi on parle de bon ou de mauvais cholestérol? Et c'est là où la confusion, elle commence vraiment. Le cholestérol, il va pas circuler dans le sang tranquille, bilou, quoi. C'est une molécule qui est grasse. Et le sang est à base d'eau. Donc, comme l'eau et l'huile, généralement, c'est pas copain, le cholestérol, il doit être transporté avec des petites navettes qu'on appelle des lipoprotéines. Et il en existe plusieurs types. Mais c'est souvent les deux dont vous avez entendu parler. À savoir le LDL et le HDL. Ça, c'est ce qui est écrit sur votre prise de sang. Donc le LDL, c'est le Low Density Lipoprotein. Donc c'est une lipoprotéine de basse densité, qui est souvent appelée mauvais cholestérol. Mais en réalité, le LDL n'est pas du cholestérol différent. C'est la même molécule qui est transportée dans un véhicule différent, principalement du foie vers les tissus périphériques. Et le HDL, donc le High Density Lipoprotein, donc une lipoprotéine de haute densité, qu'on appelle souvent bon cholestérol, ben son rôle principal c'est l'inverse. Lui il va récupérer l'excès de cholestérol dans les tissus et il le ramène dans le foie pour que ce soit recyclé ou éliminé. Donc si vous imaginez un petit système de livraison de colis dans une ville, le LDL c'est le camion qui part de l'entrepôt, donc le foie pour livrer les colis, donc le cholestérol, aux différents quartiers, à savoir nos cellules, qui en ont besoin en fonction de leur fonction. En fonction de leur fonction, c'est comme dans Astérix et Cléopâtre, ce tombeau sera votre tombeau. On revient au podcast. Et le HDL, c'est le camion qui va collecter les colis qui sont non utilisés ou en surplus et qui les ramène à l'entrepôt. Le problème, c'est pas est-ce qu'il y a des camions de livraison en circulation, c'est ce qui se passe quand il y en a trop ou quand ils livrent mal. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que c'est ici que la nuance, elle devient cool. Enfin, sympathique, quoi. Et c'est la partie la plus intéressante. Restez bien, on ouvre les petites écoutilles, on écoute à fond, on pose tout, on s'arrête de courir. Avoir un taux de LDL élevé n'est pas, en soi, synonyme d'un risque cardiovasculaire majeur. Ce qui compte, c'est la taille des particules de LDL, c'est leur nombre et c'est surtout leur degré d'oxydation. Je vous avais dit qu'il y avait un lien avec l'épisode précédent. Et pour ça, on va voir le principe de l'athérosclérose. Donc les plaques d'athérosclérose, c'est le dépôt qui vient à terme obstruer les artères. La première étape, c'est une lésion de la paroi. Donc la paroi interne d'une artère, c'est l'endothélium, et il peut être endommagé par plusieurs facteurs. Ça peut être une hypertension chronique, ça peut être dû au tabac, parce que le tabac c'est génial, ça peut être dû à l'hyperglycémie répétée, qu'on a vu dans l'épisode sur l'index glycémique, qu'on vous invite à écouter si ce n'a pas encore été fait, bien évidemment, on scrolle un petit peu, on retombe là-dessus. Ou par exemple, il y a une inflammation chronique de bas grade, ce qu'on a vu dans l'épisode sur l'alimentation ultra transformée. Ok, donc ça c'est les différents facteurs principaux qui peuvent donner lieu à une lésion de la paroi artérielle. L'étape 2, ça va être l'infiltration du LDL. Donc on a des particules de LDL, particulièrement les petites particules qui sont denses, qui vont s'infiltrer dans cette paroi endommagée. Et l'étape 3, c'est là où ça commence à être un petit peu coton, quoi. C'est l'étape clé. Parce qu'une fois dans la paroi artérielle, le LDL, il peut être oxydé par les fameux radicaux libres, dont on a parlé dans l'épisode précédent. Ok ? Et le LDL, une fois qu'il est oxydé, il est beaucoup plus inflammatoire et beaucoup plus dangereux que le LDL non oxydé. Ouais, vous comprenez maintenant le truc ? Voilà. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? On a une réponse immunitaire. Le système, il détecte que le LDL est oxydé, donc il voit ça comme une menace, et il envoie quoi ? Les macrophages, qui sont des cellules immunitaires, qui ont pour but de neutraliser tout ça. Et ces macrophages, ils font quoi ? Ils vont absorber le LDL qui est oxydé et se transformer en cellules spumeuses qui vont s'accumuler dans la paroi artérielle. Et c'est cette accumulation, avec le temps, qui va former une plaque. Et cette plaque, elle peut grossir, durcir et se rompre. Et quand elle se rompt, elle va provoquer un caillot qui peut obstruer l'artère. Et c'est ça, l'infarctus ou l'AVC. Voilà, maintenant vous captez le truc. C'est tout. Donc, étape 1, on a une lésion de la paroi. Étape 2, les petites particules de LDL qui vont s'infiltrer dans la paroi. Étape 3,
le tout s'oxyde. Étape 4, le corps réagit et veut soigner la chose. Donc il va mettre une plaque par-dessus. Plaque qui va grossir, et donc qui risque de se rompre, qui provoque un caillot, qui obstrue, et ensuite, je vous fais pas un dessin, hein. Vous captez la suite. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous aviez une canalisation. L'eau, elle circule, ok? Donc ça, c'est du LDL non oxydé. Ça pose pas de problème. Ensuite, la canalisation, elle est un petit peu fissurée, un petit peu corrodée. Donc là, on a une inflammation de la paroi. Et quand l'eau, elle circule, elle contient des particules corrosives, donc le LDL oxydé. Et c'est cette combinaison qui va créer des dépôts qui finissent par obstruer le tuyau, et pas simplement le débit d'eau. Ok? Donc pourquoi le LDL, il suffit pas finalement comme marqueur? Et c'est pour ça que la recherche cardiovasculaire aujourd'hui, elle s'oriente plus vers des marqueurs précis, plus parlants, que juste le taux de LDL dans le sang. Ok, bon, ça c'est bien. D'abord, on a le rapport entre l'ApoB, qui est une protéine qui indique le nombre de particules de LDL et pas juste la masse. Ensuite, on a le HDL, on a les triglycérides et on a des marqueurs inflammatoires comme la protéine C-réactive. Donc il y a une étude qui a été publiée dans The European Heart Journal qui a montré que le nombre de particules de LDL, et pas seulement la concentration totale en cholestérol, c'était un meilleur prédicteur du risque cardiovasculaire. Parce qu'on a beaucoup de petites particules denses qui sont plus hétérogènes, donc capables de former des plaques, que des grosses particules, même à taux de cholestérol total équivalent. Donc deux personnes qui ont le même taux de LDL mesurés en labo, la première, elle a une majorité de grosses particules qui flottent, qui sont peu inflammatoires, donc une bonne sensibilité à l'insuline, une faible inflammation, et la seconde, elle a une majorité de petites particules denses, et dans un contexte d'insulinorésistance par exemple, et d'inflammation chronique liée à une alimentation riche en aliments ultra transformés. Ah oui, comme ça, on rajoute des petites briques, parce que sinon c'est pas drôle. Donc sur le papier, les deux personnes ont le même taux, mais en réalité, les risques sont très différents. Et c'est pour ça que le cholestérol seul, sans un contexte métabolique, ça raconte rien du tout. Okay, c'est comme si vous lisiez un teaser et en vous disant j'ai vu le film. Non, ça marche pas comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Quel est le lien justement entre l'alimentation avec l'alimentation? On a parlé de l'œuf dans l'intro, il est temps de rendre à l'œuf sa gloire éternelle. Parce que pendant des décennies, il a été diabolisé. On lui a jeté des pierres. Parce que le jaune contient beaucoup de cholestérol alimentaire. Les recommandations de nombreux pays limitaient leur consommation, ou recommandaient de limiter leur consommation. Allez, on va être gentil. Sauf que non, pour la grande majorité des gens, le cholestérol alimentaire a un impact limité sur le cholestérol sanguin. Oui, on l'a dit. Pourquoi? Parce que le foie, il ajuste sa propre production en fonction de l'apport alimentaire. C'est ce qu'on appelle du rétrocontrôle. On mange plus de cholestérol, le foie en produit moins pour compenser. On en mange moins, le foie il en produit davantage. C'est tout. Encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est la balance. C'est comme les oméga 3. C'est comme le système d'oxydoréduction. Donc c'est un système d'homéostasie. Exactement le même principe que pour la glycémie ou la température corporelle. C'est des systèmes qui cherchent à maintenir un équilibre, comme pour le pH. Donc en 2015, les recommandations alimentaires officielles américaines, d'ailleurs, ont retiré la limite stricte de cholestérol alimentaire qui existait depuis des décennies. Et c'est cool que Trump il soit pas au courant de ça, sinon il est encore capable de la remettre, ce con. Donc ça reconnaît que la preuve scientifique de son lien direct avec le cholestérol est plus faible qu'on ne le pensait. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui influence notre cholestérol sanguin? Parce que si le cholestérol alimentaire il a un effet limité pour la plupart des gens, et qu'est-ce qui va influencer ce taux de LDL et de HDL et de tout le reste là? On a les acides gras saturés en excès. Voilà. Ben oui, on a parlé d'alimentation ultra transformée, de trucs dégueulasses là, et de tous les biscuits qu'on trouve en magasin. Et voilà, il est là le problème. Enfin, une partie. Donc tout ça, c'est les acides gras saturés lorsqu'ils sont présents en excès, c'est ce qu'on trouve lorsqu'on a accès à des grandes quantités de certaines viandes transformées ou de produits industriels. On a un effet qui est plus documenté sur l'augmentation du LDL que le cholestérol alimentaire lui-même. Ensuite, on a les acides gras trans. Donc ça, c'est encore une fois ce qu'on retrouve dans des produits ultra transformés, qu'on a créés par hydrogénation industrielle. Donc tout ça, c'est le facteur alimentaire le plus clairement associé à une dégradation du profil lipidique. Donc ces acides gras trans qu'on retrouve dans les produits ultra transformés, oui, on
continue de taper sur le coup, hein. Faut bien que ça rentre. Mais tous ces éléments augmentent le LDL et diminuent le HDL en même temps. Donc c'est une combinaison, encore une fois, qui est plutôt défavorable. Ouais, ça penche pas dans la balance. Ensuite, on a le sucre et les glucides raffinés. Encore une fois, donc via les mécanismes qu'on a vus dans l'épisode sur l'index glycémique, les sucres et les glucides raffinés vont favoriser la formation des petites particules de LDL denses. Donc ça, c'est les particules les plus hétérogènes. Et ça va aussi augmenter les triglycérides. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les fibres solubles, tout ce qui est avoine, légumineuses, pommes, tout ça, ça se lie au cholestérol dans l'intestin et ça favorise son élimination, ce qui réduit le LDL de façon mesurable. Donc, une méta-analyse a montré qu'une consommation régulière de fibres solubles peut réduire le LDL de, attention roulement de tambour, 5 à 10%. Juste en mangeant correctement. Encore une fois. Après, il n'y a pas de secret, mais bon. Maintenant, on comprend de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un petit dernier. Les acides gras, les oméga 3, tout ça, ça permet de réduire les triglycérides. Et donc, d'améliorer le profil global des lipoprotéines. Et les lipoprotéines, c'est quoi? C'est les petites navettes qui baladent notre cholestérol dans le sang. Donc, si on prend une personne qui remplace son petit déj habituel où elle mangeait, les petits pains au chocolat, là, qu'on achète par 15, au supermarché, et elle prenait des jus de fruits, elle enlève tout ça. Elle prend des œufs, un avocat, allez, pourquoi pas des petits légumes, tranquille. Va juste voir son profil lipidique s'améliorer. Même et malgré une augmentation de son cholestérol alimentaire. Parce que c'est juste ça. C'est pas paradoxal. C'est la suppression des acides gras trans, du sucre raffiné qui fait la différence. C'est pas l'ajout du cholestérol qui vient des œufs. Encore une fois. Ça, c'était pour la partie alimentaire. Comme quoi, et c'est bien qu'on avance de temps en temps au niveau de la science. On revient un petit peu sur les conneries qu'on a dites. On a parlé du sport dans l'intro. Il est temps, encore une fois, de lui rendre le bien-être qu'il nous procure. L'activité physique, quand elle est pratiquée régulièrement, et principalement l'exercice aérobie, c'est un des leviers les plus documentés pour améliorer le profil lipidique. Et histoire de continuer d'ancrer un petit peu tout ça, souvent c'est plus efficace que certaines interventions alimentaires isolées. Voilà, donc c'est encore une fois la conjonction des différents éléments qui fait que c'est cool. C'est comme, on en a parlé dans l'épisode sur les antioxydants, c'est pas juste en prenant de la vitamine C que ça va tout améliorer, c'est l'ensemble des différents éléments. C'est la vitamine C plus la vitamine E plus les polyphénols, etc., qui font que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que l'exercice, ça augmente la production de HDL. Encore une fois, c'est le camion de collecte qui ramène l'excès de cholestérol au foie. Et ça améliore aussi la taille des particules de LDL, en les rendant moins denses et donc moins hétérogènes, donc moins capables de créer des plaques. Et ça va aussi améliorer la sensibilité à l'insuline. Ce qui, comme on l'a vu, va réduire indirectement la formation des petites particules de LDL denses. Donc c'est les petites particules les plus dangereuses qui vont dans la lésion, etc., etc. Ils ont fait une méta qui a regroupé plusieurs études, etc., etc. Bref, on retient que, grosso modo, lorsqu'une personne met en place de l'exercice aérobie de manière régulière sur 12 semaines, donc sur 3 mois, ça a augmenté le HDL de 5 à 10% en moyenne. Et ça a amélioré aussi la composition des particules de LDL. Donc grosso modo, allez courir un petit peu, quoi. En résumé, allez courir, allez faire du vélo, allez faire du rameur. Régulièrement, pas juste le dimanche. Hein. Et pas pendant 5 minutes. Je vous vois venir. Hein. Mais on a aussi parlé, on va parler du stress chronique, qui est un facteur qui est malheureusement sous-estimé. Parce qu'un cortisol qui est chroniquement élevé, il va falloir qu'on parle du cortisol quand même dans un podcast. Hein. La liste commence à être longue. Mais pardon, on y revient. Le cortisol, il a un impact direct sur le métabolisme lipidique. Pourquoi? Parce qu'il favorise la lipolyse. Et là, vous me dites, c'est quoi la lipolyse? Et là, je vous réponds, c'est la libération d'acides gras dans le sang. Et qu'est-ce que ça fait? Ça stimule la production hépatique de cholestérol et de triglycérides. Et c'est une des raisons pour lesquelles des périodes de stress intenses et prolongées, du type burn-out, deuil, charge de travail extrême, tout ça, ça s'accompagne souvent d'une dégradation mesurable du profil lipidique, indépendamment de tout changement alimentaire. On rajoute les petits pains industriels le matin, et alors là, c'est target, c'est un strike, grosso modo. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le sommeil. On en a parlé un petit peu.
Si jamais vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas, on a fait une trilogie sur le sommeil il y a quelques mois, un podcast, encore une fois, qu'on vous invite à écouter. Parce qu'on en a aussi parlé dans l'épisode sur le rythme circadien il n'y a pas longtemps. Un sommeil qui est insuffisant ou de mauvaise qualité, il est associé à une augmentation du LDL et à une diminution du HDL. Voilà. Parce que si vous vous restreignez à 5 heures de dos par nuit pendant seulement une semaine, ça suffit déjà à dégrader de manière mesurable votre profil lipidique. Voilà, chez des personnes en bonne santé. Alors, si on rajoute la personne qui fait pas de sport, qui mange dégueulasse, voilà, c'est un double strike. Ah, direct! Bon, par contre, vous gagnez votre bowling. Mais bon, c'est peut-être pas le but non plus. Par exemple, si on a un patient qui avait suivi son médecin pour un taux de LDL légèrement plus élevé, au lieu de se focaliser sur supprimer le beurre et les œufs, comme on a déjà pu entendre en parler, il va mettre en place 3 changements. Ça va être juste aller courir 3 fois par semaine, faire un bon dodo de 7-8 heures et réduire sa charge de travail perçue, si possible. Je sais que parfois le monde il a l'air un petit peu idéal, mais on va supposer que parfois c'est possible, ok ? Quelques temps après, son bilan, il montre juste une amélioration du HDL et de la taille des particules de LDL, sans qu'il ait changé l'alimentation. L'exercice, le dodo et le stress avaient fait plus de différence que la chasse au cholestérol alimentaire. Encore une fois, on vous donne différentes infos, on vous donne différents angles d'attaque pour que vous puissiez comprendre et agir au maximum. Ok ? Donc si on reprend un petit peu les différents fils, tout ce qu'on a pu voir ici, primo, le cholestérol, c'est pas un poison. On l'a dit, c'est une molécule qui est indispensable à la vie, à nos hormones, à notre cerveau, à toutes nos cellules. Et le vrai sujet, c'est pas est-ce qu'il y a du cholestérol, mais c'est juste la question des transporteurs. Et c'est ça qui a été principalement omis dans la petite chasse aux sorcières du cholestérol. Et donc, c'est la manière dont il est transporté, dans quel contexte métabolique, sous quelle forme, s'il est oxydé ou non, etc., etc. Donc, ce qu'on retient, c'est que le cholestérol alimentaire, il a pour la majorité des gens un impact qui est plus que limité, finalement, par rapport au cholestérol sanguin, grâce au mécanisme de régulation du foie. Donc, ce qui pèse vraiment dans la balance, ça va être les acides gras trans, ça va être le sucre graffiné, ça va être les glucides avec un index glycémique élevé, en excès, ça va être le manque de fibres, ça va être le manque d'exercice, ça va être le manque de sommeil et ça va être le stress chronique. Donc tous ces éléments, des éléments qu'on a déjà pu voir par ailleurs, dans d'autres facteurs, dans d'autres pathologies, c'est tout ça qui va mener un petit peu à nos petits soucis au niveau des AVC, des infarctus. Ok ? Et comme dans chaque série, dans chaque épisode, on retrouve le même principe, c'est qu'encore une fois, c'est pas un facteur isolé qui détermine la santé métabolique, mais c'est un ensemble de choses cohérentes. Donc l'alimentation, le mouvement, le sommeil, la gestion du stress, et tout ça, jour après jour, en fonction de ce qu'on fait, ça modélise un contexte dans lequel le cholestérol circule et s'il fait ou non son travail correctement. C'est aussi simple que ça. Donc ça sert à rien de voir le cholestérol comme un ennemi, au contraire, mais c'est juste comment on le traite finalement et qu'est-ce qu'on donne au corps pour pouvoir le gérer de manière correcte, efficace et efficiente. Ok ? Voilà pour aujourd'hui, voilà pour le cholestérol. J'espère que ça a pu mettre quelques lumières sur certaines zones d'ombre que vous ne supposiez peut-être pas. Et j'espère que vous allez pouvoir partager ce podcast un petit peu partout autour de vous pour que tout le monde se mette à manger des œufs. Mais allez-y mollo parce qu'il y a une pénurie d'œufs en ce moment et j'ai du mal à en trouver. Donc attendez un petit peu que je me refasse un stock, sinon je vais devoir me prendre des poules sur la terrasse. Et c'est les voisins qui risquent de pas être trop contents à la longue. Bon, quoique, si je prends pas de coque, ça pourrait le faire. Mais c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Encore une fois, un petit like, des étoiles, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. Ça fait toujours plaisir. Un petit tour sur Instagram, le Rooksflow. Un petit abonnement. Il y a plein de posts qui sortent. Il y a un post qui sort tous les jours. Et il y a déjà plein de posts qui sont sortis avec des petits tips pour améliorer votre hygiène de vie et tout ce qui s'ensuit et vous permettre d'aller faire du sport, de vous amuser en bonne santé et pour longtemps. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. La bise.